Donc effectivement, avec Sandra, nous allons vous présenter les résultats principaux de l'étude que l'on a menée ces 2 dernières années et présentée lors de notre soutenance de thèse en octobre dernier. Donc sur les attitudes pratiques et le vécu des médecins généralistes dans la prise en charge de l'insuffisance de prise pondérale chez le nourrisson allaité. Donc, nous le savons tous, l'OMS, l'HAS, beaucoup d'institutions font la promotion de l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois. Et pourtant, il y a une étude en France en 2012, l'étude Epiphane, qui a montré que 74% des femmes essayaient d'allaiter à la maternité et que pourtant la durée médiane de cet allaitement maternel exclusif restait de 3 semaines. Nous retrouvons aussi dans la littérature que la société actuelle n'est pas préparée à l'essor récent de l'allaitement maternel, puisque la transmission des savoirs et des savoir-faire s'est très longtemps fait par les femmes, avec une transmission intergénérationnelle qui a un petit peu disparu au cours des révolutions culturelles des années 70 avec l'émancipation de la femme. La littérature retrouve aussi le manque de connaissances des médecins généralistes sur la prise en charge de l'allaitement maternel et aussi une absence de travaux, de recherche sur la prise en charge de l'insuffisance de prise pondérale par le médecin généraliste, alors que pourtant cette insuffisance de prise pondérale est une des causes principales d'arrêt précoce de l'allaitement. Donc nous avons décidé de faire une recherche avec un objectif principal, celui d'étudier les attitudes pratiques et les ressentis des médecins généralistes lors d'une consultation pour insuffisance de prise pondérale chez le nourrisson allaité. Et nous avons aussi étudié un objectif secondaire, l'influence éventuelle de l'expérience personnelle d'allaitement sur la prise en charge. Pour répondre à cette problématique, nous avons choisi d'utiliser la méthode qualitative. Nous avons pour cela réalisé des entretiens individuels, semi-dirigés, auprès de médecins généralistes, à l'aide d'un guide d'entretien qui était préalablement établi. Ce guide d'entretien, il comportait 4 questions. Donc, tout d'abord, c'était pour une insuffisance de prise pondérale chez un nourrisson allaité. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelle est votre démarche ? Comment percevez-vous votre rôle en tant que médecin généraliste ? Ensuite, qu'est-ce que vous ressentez, vous, personnellement, lors de ces consultations ? Et enfin, dans quelle mesure est-ce que vous pensez que votre expérience personnelle d'allaitement maternel puisse avoir un impact sur votre pratique professionnelle ? Nous avons enregistré l'ensemble des entretiens à l'aide d'un dictaphone, puis nous avons retranscrit l'intégralité du discours. Nous avons ensuite réalisé chacune une analyse transversale thématique des données avant de confronter nos 2 analyses. Nous avons interrogé des médecins généralistes, donc de Midi-Pyrénées, et nous les avons sélectionnés selon la technique dite de boule de neige, c'est-à-dire que nous les avons choisis volontairement dans le but d'avoir la plus grande variabilité possible des discours concernant notre problématique de recherche. Nous avons ainsi réalisé 15 entretiens au total entre janvier 2014 et juillet 2016. Notre échantillon comportait 8 femmes et 7 hommes d'un âge moyen de 46 ans. Leur formation ainsi que leur expérience personnelle d'allaitement maternel étaient variables. Et nous avons stoppé le recueil des données lorsque nous avons atteint la saturation théorique, c'est-à-dire lorsque les nouveaux entretiens, les derniers entretiens que l'on a réalisés, n'apportaient rien de nouveau par rapport aux entretiens précédents. Donc, je vais vous présenter les résultats de notre travail concernant les attitudes pratiques des médecins généralistes. Tout d'abord, on va parler du recueil des informations en consultation et ensuite, il y aura une seconde diapositive sur la prise en charge qu'ils proposent. Donc, le recueil des informations, classiquement, il est réalisé par l'interrogatoire, l'examen clinique et éventuellement des examens complémentaires. L'interrogatoire, il a été très développé par les médecins lors de nos entretiens. Ils cherchent tout d'abord à évaluer le contexte social et familial, puis ils interrogent les mères à la recherche d'éventuelles difficultés psychologiques et notamment sur le vécu psychologique de leur allaitement maternel. Ensuite, ils recherchent des erreurs éventuellement responsables d'une insuffisance de prise pondérale, notamment une fatigue de la maman ou encore une alimentation déséquilibrée ou une hydratation insuffisante. Enfin, ils interrogent également les mères sur les modalités pratiques de l'allaitement maternel, donc le nombre de seins donnés à chaque tétée, la durée des tétées, la fréquence des tétées, etc. Ensuite, ils nous ont décrit l'examen clinique qu'ils réalisaient. Tout d'abord, l'examen du nourrisson. L'examen du nourrisson était systématique, il était complet. Il était essentiellement centré sur la recherche d'une éventuelle pathologie organique sous-jacente pouvant expliquer l'insuffisance pondérale. En revanche, les signes de gravité, notamment les signes de déshydratation, étaient très peu recherchés par les médecins généralistes. Certains des médecins examinaient également les mères. Bien souvent, cet examen se limitait à l'examen des seins. Et enfin, certains d'entre eux réalisaient l'observation d'une tétée en consultation.
Pour finir, concernant les examens complémentaires, la plupart des médecins n'en proposaient aucun et d'autres prescrivaient une biologie standard systématique du nourrisson. Donc, ensuite, concernant la prise en charge proposée aux parents, les médecins généralistes proposaient un panel large et très divergent de solutions, soit la poursuite de l'allaitement maternel exclusif, soit un allaitement mixte, soit l'arrêt complet et définitif de l'allaitement maternel. Donc la poursuite de l'allaitement, c'était vraiment le plus souvent proposé. C'était accompagné de conseils, à la fois des conseils généraux, le repos de la maman, une alimentation équilibrée, une hydratation suffisante, mais également des conseils techniques concernant les modalités pratiques de l'allaitement. Parmi ces conseils techniques, certains étaient similaires quels que soient les médecins, notamment allaiter à la demande, allaiter au calme, etc. D'autres conseils, par contre, étaient complètement divergents en fonction des médecins, notamment concernant la fréquence des tétés ou encore la durée des tétés. Enfin, certains ne donnaient pas de conseils, soit volontairement, en se contentant de répondre simplement aux questions des parents, soit par méconnaissance, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient ne pas savoir quels conseils donner aux mamans. L'allaitement mixte a été très discuté. Lors des entretiens, certains y étaient favorables, d'autres s'y opposaient, pensant que ça risquait de détourner l'enfant de l'allaitement maternel. Pour finir, certains médecins proposaient un arrêt de l'allaitement maternel, un arrêt définitif. Et parmi eux, certains le réservaient aux situations les plus extrêmes, soit une perte de poids sévère du nourrisson, soit un épuisement physique ou psychologique de la maman. D'autres le proposaient un petit peu comme une solution de facilité, même si ce n'était pas indispensable. Selon eux, ça permettrait, alors d'une part, une reprise de poids rapide du nourrisson. Ce serait plus rassurant pour les mamans et ce serait plus facile pour le médecin qui pourrait un petit peu reprendre le contrôle de la situation. Concernant la demande d'avis spécialisé, la plupart des médecins généralistes ont évoqué la possibilité d'adresser le nourrisson vers un spécialiste assez rapidement, en première intention. D'autres, au contraire, pensaient que ce n'était pas nécessaire et même risqué parce que la multiplication des avis risquait de désorienter un petit peu la maman. Concernant le suivi, l'ensemble des médecins a proposé une réévaluation du nourrisson, mais là encore, le rythme, le délai de réévaluation a été extrêmement variable, allant de 24 heures à 15 jours. Les résultats de notre étude concluent donc à une très grande importance accordée au diagnostic étiologique, quel que soit le profil des médecins, quel que soit leur genre, quelle que soit leur formation, leur expérience. Ils avaient tous la crainte d'une pathologie organique sous-jacente, indépendamment de leur profil. En revanche, les signes de gravité, notamment la déshydratation, a été très peu recherchée. Nous retrouvons que l'attitude pratique proposée est extrêmement variable en fonction des médecins et il semblerait que cette attitude soit sous l'influence de deux facteurs. D'une part, la formation spécifique à l'allaitement et d'autre part, l'expérience personnelle d'allaitement maternel du médecin. La formation, elle semblerait avoir un impact sur le fait de rechercher les signes de gravité, sur certains des conseils donnés qui seraient plus pertinents et elle induirait une réévaluation plus précoce du nourrisson. Et enfin, l'expérience personnelle, elle induirait la proposition d'un éventuel allaitement mixte et elle induirait le fait d'adresser moins les nourrissons vers un spécialiste ou en tout cas moins rapidement. En revanche, contrairement à ce que nous aurions pu penser, le genre du médecin, homme-femme, ou encore son avis favorable ou non à l'allaitement ne semblerait pas avoir d'impact sur les pratiques proposées. Intéressons-nous maintenant au ressenti lors de la consultation. À la question sur la perception du rôle en tant que médecin généraliste dans la consultation, les médecins généralistes ont verbalisé avoir un rôle dans cette prise en charge, pas de rôle ou un rôle secondaire. Ce qui semblait émerger dans les discours, c'est un nouveau rôle social demandé aux médecins généralistes, celui d'éduquer la mère allaitante sur les savoirs et les savoir-faire de l'allaitement. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, toute cette transmission intergénérationnelle a un peu disparu avec les révolutions culturelles féminines. Par contre, face à ce nouveau rôle social, beaucoup de médecins généralistes nous ont dit se sentir démunis dans cette mission. Ensuite, au sujet des émotions pendant la consultation, là, il y a eu beaucoup d'émotions qui ont été verbalisées. On a choisi d'en citer principalement une qui était l'anxiété. Beaucoup de médecins généralistes ont exprimé se sentir anxieux de ne pas diagnostiquer une pathologie organique, de ne pas savoir reconnaître les signes de gravité au cours de la consultation et de ne pas prendre les bonnes décisions au terme de la consultation. Ce qui est ressorti aussi, c'est qu'ils se sentent en manque de formation et de connaissances, ce qui majore cette anxiété.
voire même certains ont exprimé être frustrés par le manque de formation. Toutefois, notre étude n'a pas retrouvé de lien avec la notion d'expérience personnelle. Au sujet des ressentis par rapport à la poursuite de l'allaitement, là aussi, une grande variabilité de ressentis ont été verbalisés, surtout des ressentis un peu narcissiques. Certains se sentaient exclus quand la mère allaitait et pensaient retrouver une sorte de reprise en main du pouvoir lorsque l'allaitement était devenu artificiel, ou d'autres se sentaient profondément déçus, voire en échec, si l'allaitement devait être stoppé. Donc, par rapport à toutes ces notions de ressenti, nous n'avons pas retrouvé de données dans la littérature à ce jour. Ensuite, a émergé dans les discours des ressentis spécifiques liés au genre. Donc, liés au genre masculin-féminin, nous avons noté un impact de ce genre sur l'implication affective dans la prise en charge. Certains hommes ont verbalisé qu'au cours des consultations, pour eux, être un homme, ils avaient l'impression que c'était un frein à aborder l'allaitement maternel. Ensuite, on a ensuite étayé un petit peu les diapos avec les verbatims, c'est-à-dire des phrases qui ont été mentionnées par les médecins au cours des entretiens. Autant les médecins femmes que les médecins hommes ont mis en avant une implication plus importante affective des médecins femmes, puisqu'elles auraient tendance à projeter le vécu de leur propre expérience dans la consultation. Et inversement, les hommes auraient une implication affective moindre, ce qui finalement leur permettrait d'avoir une évaluation plus objective de la situation. Enfin, certains hommes ont même verbalisé leur gêne face à la nudité, et notamment donc des difficultés à faire un examen clinique de la femme, l'examen des seins et donc l'observation de la tétée, qui est pourtant utile dans ce genre de prise en charge. Et on l'a mis en lien avec des arrêts précoces injustifiés de l'allaitement, voire le recours inutile à des spécialistes. Enfin, au sujet de notre objectif secondaire, l'expérience personnelle. Donc certains nous ont dit que l'expérience personnelle ne semblait pas influencer leur pratique professionnelle. Pour beaucoup, la pratique personnelle influençait la pratique professionnelle, le plus souvent dans un sens positif sur la prise en charge des mères allaitantes, et c'est ce que l'on a retrouvé dans plusieurs études de la littérature médicale. Mais nous, ce qu'on a retrouvé dans notre étude et que l'on n'avait pas retrouvé dans la littérature, c'est que oui, ça pouvait influencer en bien, mais aussi inversement, quand on avait des expériences personnelles difficiles, cela pouvait avoir un impact, notamment en cas de souvenirs personnels douloureux lors de l'allaitement. Cela pouvait faire réveiller des émotions et on pouvait avoir des médecins qui modifiaient du coup leur prise en charge, voire se positionner un peu différemment et adopter l'attitude qu'ils auraient souhaité eux-mêmes recevoir lorsqu'ils étaient en position de patient. Et puis, ça peut aussi générer des a priori négatifs sur la question et avec le risque que ces a priori soient projetés dans la consultation. Enfin, certains médecins n'avaient pas d'expérience personnelle. Certains ont dit alors se sentir en difficulté avec une attitude qui allait en conséquence. Ils arrêtaient précocement les allaitements. Ils allaient plus rapidement vers un avis spécialisé. Et d'autres encore ont considéré que peut-être cela ne venait pas modifier leur pratique. En conclusion, la transmission intergénérationnelle des pratiques d'allaitement maternel a progressivement disparu. Le médecin généraliste aurait alors acquis un nouveau rôle social d'éducation et d'accompagnement des mères allaitantes. Notre travail de recherche retrouve une très grande variabilité des pratiques en cas d'insuffisance de prise pondérale chez un nourrisson allaité. Et elle conclut à l'intérêt d'une formation spécifique et d'une expérience personnelle d'allaitement maternel. Devant cette très grande variabilité des pratiques et devant l'absence de consensus dans la littérature sur la prise en charge, nous avons proposé une plaquette de recommandations destinée aux médecins généralistes dans le but de les guider en consultation. Donc voilà la plaquette que nous avons proposée. Elle comporte 2 parties. Donc au recto, une partie concernant le diagnostic. Donc comment diagnostiquer, confirmer l'insuffisance de prise pondérale. Quelles sont les étiologies à rechercher. Et enfin, quels sont les signes de gravité éventuels à mettre en évidence. Et au verso, une partie concernant une des prises en charge possibles qui a été élaborée à la fois à partir des données de la littérature et à partir de l'ensemble des informations que nous avons recueillies lors des entretiens. Voilà, merci de votre attention.